Donc en ce qui concerne la réfraction, on peut avoir deux cas extrêmes, donc dans deux situations différentes. Donc la première, c'est si N1 est plus petit que N2. C'est-à-dire que le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1. Donc animation GeoGebra, donc dans le tableau que vous avez sur votre document, ce sont des captures d'écran de cette animation. D'accord. Donc pour vous expliquer un peu mieux, voilà le principe. Donc vous avez votre interface, ici, milieu 1, milieu 2, la droite imaginaire perpendiculaire, la normale. Ici en jaune, le rayon incident qui arrive. Et donc l'angle, ici, I1. Donc valeur prise totalement au hasard. Donc ça c'est dans le cas où N1, ici vaut 1, N2 vaut 1,5. Donc N1 est plus petit que N2. Donc le rayon réfracté en bleu. Donc je vais modifier la valeur en faisant déplacer le curseur là de I1. Je vais modifier la valeur de I1. Oui, ça se déplace. Donc I1 augmente. Si le rayon d'incident dévie beaucoup, le rayon bleu, lui, nettement moins. Et donc là, j'arrive à la limite. C'est-à-dire que je ne peux pas aller plus loin. Le rayon, il est horizontal, il est rasant. D'accord? Donc incidence rasante. Ce qui veut dire que mon rayon réfracté, ici en bleu, ne peut pas être dévié plus qu'il ne l'est là. Donc la valeur de cet angle ici, c'est la valeur maximum qu'on peut atteindre. Donc pour résumer, lorsqu'on atteint l'incidence rasante, donc l'angle I1 le plus grand, c'est-à-dire I1 égale 90 degrés, dans ce cas-là, on atteint la limite du système, d'accord, on est au bout du bout, et du coup on atteint un angle de réfraction maximal. Donc le rayon lumineux ne pourra pas être dévié plus que cette valeur maximale de I2. Cas inverse. Donc cette fois-ci, M1 est plus grand que N2. Donc le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Donc cette fois-ci, il va se passer quelque chose de particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas cette fois-ci l'incidence qui va être maximum à 90, mais c'est l'angle de réfraction qui va être au maximum à 90. Situation cette fois-ci, donc j'ai inversé les milieux. Donc N1 vaut 1,5, N2 vaut 1, donc N1 est plus grand que N2. Encore une fois, un angle I1 pris totalement au hasard. Donc on va l'agrandir. On voit que la déviation du rayon incident est beaucoup plus lente que celle du rayon réfracté. Donc la photo de la capture d'écran que je vous ai mis dans le document, c'est l'instant juste avant que le rayon réfracté ne disparaisse. Donc là, mon rayon incident, si j'augmente légèrement l'angle, le rayon réfracté, vous voyez bien, on arrive à la limite, il va disparaître. Et il n'y en a plus. Or, on a vu dans le cours qu'il y a toujours la réflexion. Donc là, c'est pareil, sur un souci de schéma, pour comprendre le phénomène, je ne l'ai pas mis, mais le rayon réfléchi, il existe toujours. Donc là, à cet endroit-là, vous avez le rayon réfléchi
qui apparaît donc à 100% de sa luminosité vu qu'il est plus partagé avec la réfraction. C'est 100% de réflexion. Donc c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Mon interface qui initialement était transparente, homogène, isotrope, donc qui pouvait réfracter sans problème, à partir d'un certain angle, ne réfracte plus et se transforme en miroir. Donc pour résumer, lorsque notre angle de réfraction atteint sa valeur maximale, donc un angle de réfraction maximum, c'est-à-dire I2 égale 90 degrés, il se passe quelque chose de particulier, il se passe ce qu'on appelle la réflexion totale. C'est-à-dire que mon rayon incident, il est toujours là. Par contre, mon rayon réfracté, lui, a disparu. Il n'est plus visible. Mais il est à 100% réfléchi. Du coup, l'interface, on l'avait vu dans la deuxième loi, s'il y a réflexion, il y a un miroir. Donc notre interface, dans ce cas-là, donc quand l'angle de réfraction maxi est atteint, joue le rôle de miroir. Donc avant de parler du capteur de pluie, d'accord, en correction de la situation de problème que vous avez fait, avant ce cours, loi de réflexion, loi de réfraction, cas extrême, tout ça vous allez évidemment le voir lors des travaux pratiques. D'accord, il y aura un TP par loi, vous allez pouvoir manipuler les miroirs, les rayons, Il n'y a pas de souci, vous verrez tout ça en pratique. Donc le capteur de pluie, qu'est-ce qu'il vient de faire au milieu de l'optique géométrique? Donc, je vous ai mis un schéma de fonctionnement, d'accord, que vous aviez aussi sous une autre forme dans la situation de problème. En général, le capteur il est placé en haut du pare-brise, ok, dans la zone juste au-dessus du rétroviseur. Comment il fonctionne? Donc c'est un petit dispositif dans lequel on a mis une diode électroluminescente, une LED ou une DEL comme on veut, selon que vous êtes francophone ou pas. Et cette diode, elle émet un rayon lumineux infrarouge en général. D'accord? Donc infrarouge, ça ne veut pas dire qu'il est rouge. Non. Infrarouge, ça veut dire qu'il n'est pas visible à l'œil. C'est une lumière, okay, mais on ne la voit pas. Donc, un rayon lumineux infrarouge. Ce rayon va faire quoi? Il va se propager. Il va se propager dans le pare-brise. D'accord? Mais de manière particulière, c'est-à-dire qu'il va utiliser la réflexion totale. Donc on a vu la réflexion totale, c'est la troisième loi de Descartes, cas extrême de la troisième loi de Descartes, c'est-à-dire que le rayon n'est plus réfracté. Le rayon ne traverse plus l'interface. Il revient dans mon milieu de départ. Voilà, donc là, sur cette photo, vous voyez, c'est une bande de verre. Donc c'est un tube en verre dans lequel j'ai fait circuler un rayon laser. Donc on voit bien le point d'entrée, on voit bien le point où le rayon rebondit.
retourne à l'intérieur de mon tube de verre, on voit bien qu'il ne traverse pas le tube. Donc il se propage en réflexion totale. D'accord? Donc on utilise pour ça les angles, d'accord? Le rayon intervient avec un angle limite supérieur à 41 degrés pour être sûr d'être en réflexion totale. D'accord? Et donc une fois qu'il a fini de se promener, il arrive sur un capteur. Et ce capteur, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a rien, il détecte 100% de la luminosité du rayon. Voilà, en gros mon rayon il se balade dans ma fibre. En gros mon rayon il se balade dans le pare-brise, il arrive sur le capteur. Voilà, juste une promenade. Il part d'un point de départ, il arrive au capteur, il est complet, en entier, rien n'est perdu. Ça c'est s'il pleut pas. S'il pleut, ou s'il neige, ou s'il fait brumeux, ou peu importe, il va y avoir des gouttes d'eau sur le pare-brise. Et donc, une goutte d'eau à l'interface. Et cette fois-ci, on était interface vert-air. Là, on passe à une interface vert-eau. Donc, avec la pluie, changement d'interface. Changement d'interface, autre milieu, autre indice de réfraction, autre comportement. Donc cette fois-ci, on aura un angle limite qui vaut 61 degrés et plus 41. Donc on ne rentre plus dans le cadre de la réflexion totale. Ce changement d'interface impose que le rayon va se diviser en deux. Donc il va être réfléchi, toujours, mais il va aussi être réfracté. Donc ça sur l'image ça se voit bien. Donc à l'endroit où mon rayon touchait mon tube de verre, j'ai mis une goutte d'eau et on voit bien cette fois-ci que la lumière sort du tube. Pas complètement, il y a toujours une partie qui est réfléchie, mais on en perd une partie et cette partie elle n'est pas récupérée. Et donc notre capteur, il n'aura plus 100% de la luminosité, il aura moins. Donc lui, il va détecter une différence, il va se dire c'est pas normal, et il va mettre les essuie-glaces en route. Ce capteur, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle la photorésistance. On va faire un petit nuage, j'aime bien. Et donc si on va principalement étudier les phénomènes optiques réflexion-réfraction, vous aurez également un TP portant sur l'étude de la photorésistance. Donc comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quel est son but, ce genre de choses. Donc on va étudier le capteur en lui-même, qui est du coup un capteur optique. Et voilà, c'est fini pour cette fois. Bon courage!